comité interministériel de gestion des crises et catastrophes s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga. Il s'agissait de faire le point des activités menées et d'envisager des mesures avant le début de la saison des pluies. La session d'avril du Conseil national de transition s'est ouverte aujourd'hui à Bamako. Une session qui aura à son ordre du jour une quarantaine de projets de loi. Le président du CNT a saisi l'occasion pour saluer certaines décisions du gouvernement, comme la fermeture des sites d'orpaillage et l'instauration du fonds de soutien aux projets d'infrastructure et de développement. L'ambassadeur d'Algérie au Mali a été convoqué aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères. Le ministre Abdoulaye Diop a notifié aux diplomates algériens le mécontentement des autorités maliennes suite à la destruction d'un drone des forces de défense et de sécurité par l'Algérie sur le territoire national. Nous entendrons le ministre Diop. Et dans Focus Santé, nous vous parlerons du cancer colorectal, un cancer qui affecte le côlon ou gros intestin. Comment se manifeste la maladie, comment poser son diagnostic. Koumba Sissé nous donnera plus de détails en fin de journal. Merci d'être des nôtres pour cette tranche d'information. Bonsoir, bienvenue. Dans ce journal que nous débutons par la traditionnelle cérémonie de montée des couleurs ce matin à Koulouba. Présidée par le président de la transition générale d'armée Assimi Goïta, cet exercice a lieu le premier lundi ouvrable de chaque mois depuis l'accession du chef de l'État à la magistrature suprême. Il s'agit de cultiver l'esprit patriotique et de civisme. La cérémonie de montée des couleurs ce matin à Koulouba, présidée par le président de la transition générale d'armée Assimi Goïta et en présence du personnel de la présidence de la République. Montée des couleurs ce matin à Koulouba, sous la présidence du chef de l'État. Tradition respectée ce lundi 7 avril 2025 également à la primature. Le Premier ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, a présidé la montée des couleurs nationales. Autour du chef du gouvernement, les membres du cabinet de la primature, ceux du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation, les chefs de services rattachés à la primature, le gouverneur du district de Bamako, le président de la délégation spéciale du district de Bamako, les forces de sécurité et le personnel de la primature. Ce beau monde a entonné l'hymne national. Cette cérémonie de montée des couleurs vise non seulement à entretenir une véritable cohésion au sein de l'équipe, mais aussi et surtout à promouvoir la paix, la stabilité et cultiver l'amour de la patrie. Et nous restons à la primature où le Premier ministre qui a présidé ce matin la réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes. La réunion a fait le point des activités menées, notamment dans le cadre de la libération des servitudes, le curage des caniveaux, la remise en état des salles de classe, entre autres. Le chef du gouvernement a remercié le comité pour le travail abattu et l'a invité à se mettre au travail, à quel
quelques semaines du début de la saison des pluies. D'autres précisions avec Mamari Koné et Aliou Touré. Cette réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes qui se tient à quelques encablures de l'hivernage a fait le point des activités réalisées par les différentes sous-commissions mises en place. Pour ce qui concerne les activités menées aujourd'hui par la Direction générale de la protection civile, c'est beaucoup plus des activités préventives et anticipatoires, à savoir le processus d'implémentation de l'approche action anticipatoire dans la gestion des risques et catastrophes, le prépositionnement, parce que tout ça c'est un prélude à l'hivernage qui s'approche. Nous avions géré l'hivernage passé, chacun de son côté, chaque département sectoriel a fait le rétexte de ce qu'il a pu constater comme avancée et ce qu'il a pu surtout avoir comme difficulté. Et donc il y a dans le sens de prépositionnement des kits d'urgence et des stocks de contingence au niveau des directions régionales, l'analyse des vulnérabilités des communautés exposées au choc climatique, la cartographie toujours des zones inondables. On a déjà une cartographie de certaines zones inondées, mais il faut toujours travailler parce qu'il y a à chaque fois de nouvelles zones inondables. La révision des plans de contingence régionaux et nationaux, la mise en place d'une base de données multisectorielle et multirisques. Les ministres membres du comité ont fait le point de la situation dans leurs domaines respectifs. C'est ainsi que les échanges ont porté sur la libération des servitudes, le curage des caniveaux et les inondations à Bla, entre autres. C'est important que ce comité ne fasse pas que de la gestion, mais que nous intégrons également la composante anticipation, très important, dans tous les domaines. Pour la démolition, j'encourage également M. le ministre des Affaires foncières, avant la fin de la semaine, de voir avec d'autres départements, notamment le ministre de la Sécurité, Madame le ministre des Transports, Madame le ministre de l'Environnement, de rencontrer les autorités et les légitimités traditionnelles et religieuses de Bamako par le canal du gouverneur. Pour Missabougou, je voudrais encourager Madame le ministre des Transports à faire une opération de communication pour expliquer un peu les objectifs de cette étude qui est en cours, qui va permettre de régler définitivement le problème, mais en attendant également de présenter l'alternative. L'alternative, c'est le curage de Missabougou, de deux siphons. Voilà. Concernant également le curage, comme j'ai dit, donc il faut dorénavant une action concertée, conjointe, entre le ministère de l'Environnement et le ministère des Transports et la mairie du district, pour réellement identifier les caniveaux qu'il faut réellement curer afin qu'ils ne puissent pas avoir, disons, d'inondation à Bamako. Donc, en attendant les solutions financières proposées par la Banque mondiale, il faut impérativement une action de curage en urgence également pour Bla. La mise en état du pont de Kassaro en vue du redémarrage du trafic ferroviaire, le contournement de celui de Ouéouéanko, ainsi que la remise en état des salles de classe et des latrines à 600 millions de francs CFA par le gouvernement ont été également évoqués. La reprise du chemin de fer est un engagement présidentiel. Il y a eu beaucoup de fois, aujourd'hui le train est là, on ne peut pas être bloqué à cause de ce pont-là. Pour le pont de Ouéouéanko, je pense qu'on a évoqué l'aspect stratégique de ce pont qui est aujourd'hui le seul passage. C'est un passage obligé et c'est dangereux. Pour beaucoup de raisons, pour des raisons d'intervention, pour des raisons humanitaires, également pour des raisons sécuritaires. Mais s'il y a la voie alternative, donc nous comptons sur le ministère des Affaires foncières de faire une évaluation en termes d'occupation. Le comité a enfin suivi une communication sur le plan d'action de mise en œuvre des nouvelles réformes environnementales. À ce sujet, le chef du gouvernement a sollicité l'implication d'autres départements ministériels dans sa mise en œuvre. Le Premier ministre chef du gouvernement a salué le travail accompli par les différentes sous-commissions, notamment les avancées obtenues. Il a invité les membres du comité à participer à la mise en œuvre des actions engagées. Le droit des consommateurs, une préoccupation des autorités maliennes et de l'UEMOA. C'est dans ce cadre que se tient un atelier de vulgarisation de la directive de l'UEMOA relative à la protection du consommateur dans l'espace communautaire. Le reportage de Mamadou Fane. Pour une meilleure protection des consommateurs, les États membres de l'UEMOA ont adopté en 2023 une directive relative à leur protection. Cet atelier de 2 jours a pour but d'informer et de sensibiliser les consommateurs sur le cadre juridique et réglementaire de cette directive, tout en mettant l'accent sur le droit du consommateur. Dans le souci de se conformer aux principes directeurs des Nations Unies
sur la protection des droits des consommateurs, la Commission de l'UEMOA souhaite offrir aux consommateurs la possibilité d'opérer des choix de produits et services de bonne qualité à des conditions optimales de transparence et d'équité commerciale sans imposer aux entreprises des contraintes plus que nécessaires. Les attentes des populations en matière de protection de leurs droits au niveau national sont très importantes. La Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence veille au respect de ces droits en outillant les consommateurs. La mise en œuvre de cette directive permettra ainsi d'instaurer un cadre communautaire harmonisé relatif à la protection du consommateur et facilitera la surveillance des marchés de notre espace communautaire. Je reste persuadé que cet atelier contribuera à une meilleure connaissance, d'une part, de la législation nationale et d'autre part, des dispositions pertinentes de la disposition communautaire relative à la protection du consommateur. Cet atelier va ainsi permettre de garantir aux consommateurs leurs droits et de renforcer leur protection sur l'accès équitable à des produits et services de qualité. Une mission du ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine est arrivée ce samedi 5 avril 2025 à Kabou-Gadjaga dans la commune rurale de Soni, région de Caille. L'objet de la mission est d'apporter une aide financière à nos compatriotes refoulés de la Mauritanie pour leur retour aux localités d'origine. Brahima Dao, compte rendu. Apporter un appui financier et logistique pour faciliter les retours des migrants refoulés dans leurs localités respectives, renforcer la collaboration avec les autorités locales et les partenaires humanitaires pour assurer un retour sécurisé et un suivi régulier des refoulements, échanger avec les migrants afin d'identifier leurs besoins, c'est l'objet de cette visite de la délégation du ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine à Kabou-Gadjaga, situé à 80 km de Caille, dans la commune rurale de Soni. Je voudrais avant tout transmettre les vifs remerciements du ministre au chef des villages de Kabou-Gadjaga ainsi qu'à toute la population. Votre accueil fraternel et digne réservé à nos compatriotes expulsés au nord de notre pays. Depuis le début du mois de mars 2025 à ce jour, près de 3000 de nos compatriotes ont été refoulés de la Mauritanie, souvent dans des conditions particulièrement difficiles. Face à cette crise humanitaire, l'État malien a agi avec détermination et responsabilité. Après la fête, précisément le 4e jour, pendant qu'on s'attendait à 100 personnes, on a d'abord enregistré 180, après 177, après 141. Pendant que la Mauritanie avait annoncé seulement 100 personnes, franchement, on a dit que c'était trop. Du coup, le département a diligenté l'envoi d'une autre mission à Kabou pour venir échanger avec les jeunes Maliens, voir concrètement avec eux comment ils peuvent retourner dans leurs localités respectives. Ils ont été quand même reconnaissants vis-à-vis de Kabou. Kabou aussi a mis le paquet. Les autres partenaires, notamment l'État, à travers le gouverneur, a pu aussi les accompagner dans cette dynamique-là. Notons que le chef de village de Kabou-Gadjaga, au nom de la communauté, a remis une parcelle d'1 hectare en vue de la construction d'une infrastructure pour accueillir les migrants. Ouverture cet après-midi au CICB de la session d'avril du Conseil national de transition. Au menu de cette session, l'examen et l'adoption d'une quarantaine de projets de loi. Nous y reviendrons au cours de ce journal. Pour mieux défendre la situation des Maliens vivant en Mauritanie, le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur a mis en place un nouveau bureau des Maliens de Mauritanie. C'est une délégation conduite par le premier vice-président. L'ancien bureau a été destitué selon la fêtière à situation exceptionnelle des mesures exceptionnelles. Le point avec nos envoyés spéciaux Abdul Karim Kaba et Alou Bekoni. Pour le Mali, aucun sacrifice n'est de trop, surtout quand il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation. La colonie malienne vivant en Mauritanie vient de le prouver en fumant le calumet de la paix. Un nouveau bureau consensuel est mis en place en présence des membres du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Tout le monde souhaitait vraiment avoir un président des Maliens qui les rapproche non seulement de la mission diplomatique, mais aussi des autorités et du Haut Conseil. Donc, à l'issue de ces consultations, nous avons trouvé un homme respecté des principes et des tests, et qui respecte tout le monde, et qui est un homme de consensus, à la personne de M. Faraman Doumbia, qui a été désigné
comme président en remplacement de M. Issaka Traoré, qui est désormais exclu de toutes les activités du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Le bureau de 37 membres est dirigé par Farama Doumbia. Sa priorité, rassembler ses compatriotes afin de donner une belle image du Mali tout en renforçant la coopération avec les partenaires sincères. Le bureau qui vient d'être mis en place va travailler dans le sens d'une meilleure prise en charge des problèmes des Maliens résidant en Mauritanie. Évidemment en collaboration avec l'ambassade, c'est-à-dire notre représentation diplomatique en Mauritanie ici. La mise en œuvre du plan d'action bénéficiera du soutien du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur dans le seul but de promouvoir la vision des autorités de la transition. Le Mali est au-dessus de tout le monde. Nous avons mis le Mali devant. Nous avons fait un appel au sursaut national. Vraiment, nous remercions nos autorités pour avoir envoyé ici une mission qui va évidemment permettre de mettre de l'ordre dans les relations entre la Mauritanie et le Mali. Cette démarche du président du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur est saluée et appréciée par la communauté malienne. C'est un bureau de mission. C'est-à-dire que moi je l'appelle comme étant un bureau de mission. Bon, la rectification donc a eu lieu. Maintenant ce bureau, donc une fois étant donc élu, ce bureau-là doit prendre en charge toutes les préoccupations, je dis bien, de la colonie mauritanienne vivant ici en Mauritanie. La mise en place de ce bureau, on ne peut qu'être satisfait parce qu'il y avait vraiment de l'épine sous nos yeux, où on peut dire beaucoup de problèmes à résoudre par nous-mêmes sans passer par le bureau parce qu'on n'avait pas d'interlocuteur entre nous. Et les premières impressions, c'est que les membres du bureau, déjà, vous voyez que c'est un bureau de consensus et personne n'a été obligé ou élu par force. C'est venu naturellement et on va soutenir notre président pour relever le défi pour ce mandat, pour qu'il soit vraiment à l'aise dans tout ce qu'il va entreprendre. Pas de temps à perdre. Le nouveau bureau compte s'atteler au travail pour redorer l'image des Maliens. Auparavant, la délégation du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur s'était rendue à l'ambassade du Mali pour des civilités. Et parlant de l'affaire du drone des FAMA abattu par l'Algérie dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025, l'ambassadeur d'Algérie au Mali a été convoqué aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères. Nous y reviendrons incessamment. Le gouverneur de la région de Bougouni a présidé la journée d'information et de sensibilisation sur la nouvelle taxation des communications téléphoniques et les boissons alcoolisées initiée par le Conseil régional de la jeunesse de Bougouni. Cette journée a été mise à profit pour présenter les attestations et insignes des présidents des conseils communaux de la jeunesse, Abdulkarim Konaté et Djibril Bagayoko. La jeunesse est la force motrice d'une nation. C'est conscient de cela que le Conseil régional de la jeunesse de Bougouni a organisé cette journée de sensibilisation sur la taxation des communications téléphoniques et les boissons alcoolisées. Il s'agit d'amener les populations à adhérer à cette initiative des autorités de la transition. Ces mesures, bien que représentant un effort supplémentaire pour les citoyens et les entreprises, visent à mobiliser des ressources essentielles pour financer des projets structurants et améliorer les services publics. L'engagement de la jeunesse malienne à comprendre et à soutenir ces initiatives est crucial. Cette journée de sensibilisation est couplée à la présentation des médailles des athlètes de la région, des élèves de la brigade de citoyenneté première et deuxième cohorte, les attestations et insignes des présidents des conseils communaux de la jeunesse à l'issue de leur formation civique tenue du 11 au 16 février dernier à Bamako, conformément au texte du CNJ Mali. La formation était basée sur la citoyenneté, les droits et les devoirs d'un bon citoyen. Un bon citoyen doit être quelqu'un qui va toujours vers l'information. Aujourd'hui, nous sommes tous interpellés, quelles que soient nos positions, quels que soient nos niveaux de responsabilité, nous avons ouvert la voie. En tout cas, aujourd'hui, nous avons montré que si nous nous prenons en charge et que nous ayons confiance en nous-mêmes, confiance en notre solidarité, confiance en notre cohésion sociale, et que si nous nous donnons la main, personne ne peut nous dérouter de la construction de notre pays.
Une note d'espoir à l'issue de cette rencontre. Le Conseil régional de la jeunesse de Bougouni se nomme désormais ambassadeur auprès de sa population pour bâtir le Mali. Je vous le disais tantôt, suite de l'affaire du drone des FAMA abattu par l'Algérie dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. L'ambassadeur d'Algérie au Mali a été convoqué aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères. Le ministre Abdoulaye Diop a notifié aux diplomates algériens le mécontentement des autorités maliennes. C'était ce matin lors d'une audience. Nous vous proposons d'écouter le ministre Abdoulaye Diop au micro de Nyanya Aliou Traoré. Ce matin, nous avons, à la demande des plus hautes autorités du pays, appelé l'ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire, conformément au communiqué du gouvernement qui a été publié. Nous avons élevé une vive protestation auprès de l'ambassadeur algérien par rapport à cet incident. Et nous avons marqué aussi notre grande surprise que cet incident soit intervenu entre le Mali et la République algérienne démocratique et populaire, et surtout notre mécontentement. Le Mali et l'Algérie ne sont pas des pays en guerre. Et de notre point de vue, rien, absolument rien, ne saurait justifier que les forces de défense algériennes puissent s'attaquer militairement à un aéronef des forces de défense et de sécurité du Mali. Donc nous avons souhaité que la partie algérienne puisse, comme nous le demandons déjà depuis plus de 3 jours, mettre à notre disposition des éléments de preuve indiquant que l'aéronef sans pilote s'est porté éventuellement sur le territoire algérien et dans quelles circonstances cet aéronef a été abattu. D'abord, il était possible de pouvoir entrer en contact avec les unités maliennes. Ensuite, au niveau de nos différents services de renseignement, il y a un canal de communication qui est établi. Il y a aussi le niveau diplomatique. Ce contact aurait pu se faire en amont, pendant ou même après l'incident. Et rien de ceci n'a été fait. Le seul moment où le Mali a compris que l'Algérie était impliquée dans cet incident est quand le ministère de la Défense algérienne a émis un communiqué pour pouvoir revendiquer cette attaque contre le drone malien. Nous avons aussi indiqué à l'ambassadeur algérien que ce type de pratique doit exister entre les pays. D'ailleurs, nous avons rappelé que récemment, le Mali aussi, son espace aérien a fait l'objet de violations à partir d'un pays voisin, d'un aéronef de même type. Nous avons gardé notre sang-froid, nous avons suivi les différents protocoles de vérification et des informations dont nous avons besoin ont été portées à notre connaissance. Et ensuite, nous avons indiqué que aujourd'hui, cette action de l'Algérie a naturellement entravé l'opération des forces de défense et de sécurité. Nous pensions que l'Algérie et nous étaient tous engagés dans la lutte contre les groupes terroristes. Nous trouvons inacceptable que l'Algérie puisse servir de base arrière pour des groupes armés qui ont aujourd'hui revendiqué des attaques terroristes sur le sol malien. Et nous attendons les éléments de preuve de la partie algérienne. Des démarches seront entreprises aussi au plan international pour pouvoir situer les responsabilités. Il s'agit d'un précédent extrêmement fâcheux entre des pays voisins, parce qu'il n'est pas exclu que des aéronefs d'autres pays ou algériens puissent se déporter éventuellement sur notre territoire, même si dans ce cas-ci, nos forces de défense et de sécurité sont formelles. Le Mali n'a opéré que sur son territoire national et rien, aucune intimidation, aucune menace ne va empêcher les hautes autorités maliennes, les forces de défense et de sécurité maliennes de continuer à surveiller le territoire national, à défendre l'intégrité territoriale de notre pays et à assurer la protection des biens et des personnes et surtout à intensifier les attaques contre les groupes terroristes qui sèment la désolation. Donc c'était le message que j'avais aujourd'hui à transmettre à l'ambassadeur algérien, à l'attention de ses plus hautes autorités. Nous devons aussi expliquer à notre population de garder son calme. Toutes les démarches nécessaires à tous les niveaux seront entreprises pour préserver les intérêts du Mali. Nous nous félicitons aussi dans ce cadre du fait que l'AES ait pu agir et répondre de façon solidaire conformément au traité de notre organisation.
tout le monde doit comprendre que quand on s'attaque à un pays de l'AES, on s'attaque à tous les pays. Il s'agit d'une démarche diplomatique classique pour pouvoir montrer notre mécontentement, et d'autres actions également seront entreprises pour faire passer le message là où il le faut. Et justement, suite à cette attaque, nous avons reçu plusieurs communiqués de condamnation. Et Nyanya Aliou Traoré nous a rejoints sur ce plateau. Bonsoir Nyanya Aliou. Bonsoir Mariam Koné. Avec vous, la lecture des différentes communiqués. Merci Mariam. Suite à l'attaque du drone des FAMA, nous avons reçu effectivement des communiqués de soutien aux autorités maliennes. Ainsi, le Parti malien du travail et de la refondation PMTR, le collectif intégrateur des Imochag et alliés de la région de Tombouctou, le mouvement Mali Horizon 2035, le mouvement patriotique pour la refondation, le mouvement Avenir Mali et la démocratie Mali Ereta, l'URD, le parti NEMA, Vision nouvelle pour la démocratie et l'alternance, le parti Palima, le parti Fasoko, le CNJ Mali, le Grand Forum du Mandé ou Mandé Blomba, le parti ADP Maliba, l'amicale des anciens ambassadeurs et consuls généraux du Mali, le Grand Tribu Kel Ansar, les forces vives de Kati, la CAFO, le mouvement uni pour le Mali, la COFOR Mali, le M5 RFP, le parti CDP Malikoura, le collectif pour la défense des militaires, la Fédération des peuples de l'AIS, le mouvement Ensemble pour le Mamala, la Fédération nationale des associations des retraités du Mali, le mouvement Sentinelle Malikoura, CRI 2002, le collectif 5 ans ou plus, le réseau des jeunes pour la paix au Mali, le mouvement social pour le renouveau, le parti Rama, le mouvement populaire pour la consolidation de la démocratie MPCD, Alliance panafricaine pour la consolidation des idéaux d'Assimi Goïta, le parti PRVM Fasoko, l'association pour la défense de la République Faso Lakanaton de Kolondjeba, le SNID Faso Iriwa, le mouvement Djekabara, le parti ADP Maliba, le mouvement patriotique pour la refondation et la démocratie, l'association des Sœurs Unies des logements sociaux de Tabakoro et l'Alliance Mali-Tagné ont appris avec consternation les rapports d'enquête de l'attaque sur le territoire malien du drone des forces armées et de sécurité par l'Algérie. Pour les partis politiques et organisations de la société civile, cette agression marque l'ingratitude du régime algérien face à la République du Mali qui a soutenu l'Algérie dans sa lutte pour l'indépendance. Tous félicitent les FAMA pour leur professionnalisme et réaffirment leur soutien aux autorités de la transition pour la défense de l'intégrité du territoire national. Ils invitent par la même occasion les Maliennes et les Maliens à l'union des cœurs pour le Mali dans sa lutte implacable contre le terrorisme. Je poursuis donc avec ce taux de communiqué. Le ministre des Transports et des Infrastructures a appris par voie de presse le communiqué du ministère algérien de la Défense ce lundi 7 avril 2025, la fermeture immédiate de son espace aérien à tous les aéronefs en provenance et à destination du Mali. Le ministre des Transports et des Infrastructures informe l'opinion nationale et internationale qu'en raison de la persistance du régime algérien à parrainer le terrorisme international et en guise de réciprocité, l'espace aérien national est fermé à tous les aéronefs civils et militaires en partance ou à destination de l'Algérie à compter de ce lundi 7 avril 2025 jusqu'à nouvel ordre. Le ministre s'est compté sur la bonne compréhension de tous. Mariam Koné, c'est tout pour ces communiqués. Merci Nyanya, mais restez avec nous car sur la même situation, le collège des chefs d'État des chefs d'État de l'Alliance des chefs d'État du Sahel a rappelé leurs ambassadeurs en Algérie et décide de porter plainte contre l'État algérien devant les organisations internationales. Dans de nombreux journaux de la place, tout comme sur les réseaux sociaux, des professionnels de la presse et des citoyens apportent leur soutien aux autorités et à l'armée. Sidou Traoré nous en dit plus.
Un soutien inconditionnel venant de nombreux citoyens à l'endroit de l'armée malienne et aux dirigeants de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel AES se manifeste à travers la ville et dans les parutions. Acteurs politiques et regroupements de partis politiques, influenceurs, médias et citoyens de divers horizons dénoncent l'ingérence de l'Algérie dans les affaires internes du Mali et dans l'espace AES. À la une de pratiquement tous les journaux de la place, les confrères rappellent les faits, les preuves et les justificatifs émanant des autorités militaires et de la diplomatie de l'AES. Il s'agit des arguments portant sur la violation d'espace aérien, des mesures engagées par les autorités au niveau des instances internationales pour acter cette agression, ainsi que du rappel des ambassadeurs des 3 pays en Algérie. Beaucoup se disent surpris de la nouvelle de la destruction d'un drone outil de défense du Mali par le régime algérien sur le territoire malien, dénonçant la mauvaise foi d'Alger de porter atteinte à l'intégrité du territoire du Mali. Les mouvements, associations et partis politiques condamnent la destruction du drone de l'armée à Tinzaouaten dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025. Si beaucoup soupçonnent depuis longtemps la position de l'Algérie dans le règlement de la crise malienne, d'autres estiment qu'il est temps de maintenir une position de fermeté. Ils expriment leur soutien sans faille à l'armée malienne et invitent les autorités du Mali et l'AES en général à rester soudés et vigilants pour la défense de la souveraineté et de l'intégrité du territoire national et de la survie de la Confédération AES. Et suite à la situation diplomatique entre le Mali et l'Algérie, il est important de rappeler certains faits historiques, notamment l'engagement du Mali auprès de l'Algérie dans la lutte pour l'indépendance. Le Mali, faut-il le noter, a choisi la voie de la sagesse pour la résolution de la situation. Pour plus de précision, écoutons Daouda Tekete, journaliste et analyste politique. Il est au micro de Youssouf Djakité. Il faut retenir que l'accession de l'Algérie à l'indépendance n'aurait pas été en 1962 si le Mali n'était pas intervenu tel qu'il l'a fait. Le Mali sous la Première République avec Modibo Keïta. J'en veux pour preuve, d'abord, l'incompréhension entre De Gaulle et Modibo Keïta. La source remonte au soutien du Mali au peuple algérien qui luttait pour son indépendance. J'en veux pour preuve la visite que Modibo a effectuée sur demande du gouvernement français le 3 septembre 1960, avant même l'accession du Mali à l'indépendance, à Paris. De Gaulle, qui a reçu Modibo, lui a dit de choisir entre son amitié avec la France et le soutien à la lutte de libération de l'Algérie. Modibo, sans embâche, a répondu à De Gaulle, devant témoin, Seydou Badian notamment, qui m'a rapporté ces faits. Modibo a répondu que ce n'est pas seulement une question de principe, mais c'est une question de survie pour l'Afrique. Et que aussi longtemps qu'il existera en Afrique un territoire qui n'a pas accédé à l'indépendance, la souveraineté du Mali ne sera pas une souveraineté pleine et entière. Et De Gaulle lui aurait répondu, d'accord, tu as choisi ton camp, on verra. Voilà ce qui s'est passé entre De Gaulle et Modibo, précisément le 3 septembre 1960. Alors ensuite, cela ne s'est jamais démenti, les propos de Modibo. Cela a été accompagné d'actes. Je vais dire par exemple qu'en février 1961, avant l'accession de l'Algérie à l'indépendance, le Mali a reconnu le GPRA, le gouvernement provisoire de la révolution algérienne. Et c'était rare à l'époque que des gens qui osent avoir une telle attitude, comme Modibo l'a fait sous la Première République. Autre apport du Mali à la lutte de libération de l'Algérie, tout le monde le sait, Bouteflika. Il a séjourné à Gao avec la bénédiction du pouvoir malien. Et pendant que Bouteflika était au nord pour coordonner les actions de la lutte armée dans le sud de l'Algérie contre la colonisation française, il a bénéficié de tous les moyens dont le Mali disposait à l'époque pour pouvoir appuyer l'Algérie. Quoi par exemple? Toutes les armes qui étaient utilisées dans le sud de l'Algérie dans le cadre de la lutte militaire contre la colonisation française, venaient au port de la Guinée, à Conakry. Et ils étaient acheminés à Bamako. Et le Mali transportait cela de Bamako jusqu'à Gao pour aider les soldats algériens qui étaient en train de se battre. Et ce qu'on n'a pas souvent dit, c'est que des soldats maliens se sont joints aux soldats algériens pour combattre la colonisation française sur le plan militaire. Mieux que ça,
pour m'aider sur le plan de renseignement le Front de libération de l'Algérie dans son détachement au sud du pays, donc avec la frontière avec le Mali. Modibo, avec l'appui de la Tchécoslovaquie, a fait installer des centres d'écoute de Kidal jusqu'à Kayes, grâce à l'appui de la Tchécoslovaquie, pour capter toutes les informations pouvant aider Bouteflika dans son combat. Le Mali a fait cela, mais ce n'est pas souvent dit. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je rappellerai par exemple, à l'occasion du 7e anniversaire du déclenchement de la lutte armée de l'Algérie, le 1er novembre 1954, donc le 7e anniversaire, c'était le 1er novembre 1961. L'Algérie n'avait pas encore accédé à l'indépendance. Modibo Keïta a été le seul chef d'État au monde qui a adressé une correspondance à Ben Youssef Ben Keda, qui était le président du gouvernement provisoire algérien à l'époque, que désormais, aussi longtemps que l'Algérie n'aura pas accédé à l'indépendance, le 1er novembre sera décrété au Mali et manifesté au niveau des organisations démocratiques, du parti et du gouvernement, comme une journée de solidarité pour le peuple algérien. Et ce même jour, Modibo a adressé une correspondance, un message à De Gaulle, message écrit, pour dire qu'il est temps que la France se retire de l'Algérie et accepte que le peuple algérien accède à sa souveraineté pleine et entière. Parce que ce combat que le gouvernement français est en train de mener contre l'Algérie est un combat sans issue. Qu'un jour viendra où l'Algérie aura accédé à l'indépendance. Mais que pour que les rapports ne s'enveniment pas, ne se détériorent pas au moment de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, que De Gaulle a tout intérêt aujourd'hui de proclamer l'indépendance, d'accepter que l'Algérie proclame son indépendance. C'est Modibo qui a fait cela. Voilà, un lien historique très fort. Et l'actualité, c'est aussi l'ouverture cet après-midi au CICB de la session d'avril du Conseil national de transition. Au menu de cette session, l'examen et l'adoption d'une quarantaine de projets de loi. Le président de l'institution s'est dit optimiste quant au retour à l'ordre constitutionnel avant de saluer certaines décisions prises par le gouvernement. Parmi celles-ci, la fermeture des sites d'orpaillage, l'instauration du fonds de soutien aux projets d'infrastructure et de développement. D'autres détails avec Siaka Kounate, Abdul Salam Bambara. Voilà, faveur de la session d'avril qui va durer 90 jours, comme le stipule l'article 107 de la Constitution du 22 juillet 2023. Le Conseil national de transition aura à examiner et adopter 39 projets de loi, dont 27 nouveaux dépôts concernant divers domaines de la vie politique, socio-économique du pays. Le président de l'institution a mis à profit l'ouverture de la session pour se prononcer sur des sujets brûlants de l'actualité, notamment l'action hostile de l'Algérie qui a abattu dans la nuit du 31 mars au 1er avril un drone malien. À la suite du gouvernement et du collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, il a condamné cet acte inamical d'Alger. Le Conseil national de transition condamne avec la dernière rigueur cet acte hostile et inamical du régime algérien. Par cet acte, la preuve est désormais établie que les autorités algériennes soutiennent et encouragent le terrorisme international. Nous exigeons que les autorités algériennes mettent immédiatement fin aux actions d'ingérence et de déstabilisation, qu'elles respectent les engagements bilatéraux et multilatéraux et qu'elles se joignent de manière constructive aux efforts régionaux pour la paix et la sécurité. Le président du CNT salue l'instauration du fonds de soutien aux projets d'infrastructure et de développement, allusion au prélèvement sur la consommation des services commerciaux des communications téléphoniques et les opérations de retrait d'argent via les mobiles monnaies, une initiative dont l'impact est visible sur la fourniture de l'électricité. Cette initiative des autorités de la transition a permis d'améliorer considérablement la fourniture de l'électricité. Tout n'est pas encore parfait, mais véritablement, il y a des problèmes notables qu'il faut encourager. À cet effet, je salue le patriotisme des Maliennes et des Maliens qui ont accepté avec courage et sagesse cette taxation qui seront des palliatifs
pour renforcer notre économie, au-delà déclencher une croissance économique, nous mettre debout pour résoudre nous-mêmes nos problématiques existence des temps actuels. L'ère n'est plus à la charité. Nous sommes des hommes libres, dignes, fiers d'assumer notre destin. Certes, Maliki Diaw reconnaît que les membres du CNT ont consenti des sacrifices en renonçant à certains avantages, mais il leur demande d'en faire plus compte tenu des difficultés que connaît le pays. De son installation à nos jours, le Conseil national de transition a volontairement consenti à l'abandon de certains avantages. Il s'agit entre autres de l'indemnité d'installation, des cartes téléphoniques, de la réduction substantielle du budget des assurances, du maintien de l'indice salarial à 1200 au lieu de 1350, des indemnités de restitution, de la réduction du nombre et de la taille de ces missions, de la réduction de 30% de la dotation en carburant. Ces mesures ont permis de réduire les charges du Conseil national de transition dans le budget d'État. C'est dire que nous, membres du Conseil national de transition, avons pris mesure de la situation du pays dès les premières heures de la transition. Cependant, toujours dans un souci de recherche d'équilibre entre l'octroi des désavantages et la soutenabilité des ressources disponibles, dans le cadre d'une restriction des dépenses publiques et compte tenu des difficultés socio-économiques du pays, je vous demande encore une fois de plus, chers membres du Conseil national de transition, de voir dans la mesure du possible comment renoncer à certains avantages en nous inscrivant davantage dans les actions de réduction du train de vie de l'État. Les autorités de la transition réussiront le combat générationnel qui consiste à sécuriser et protéger le Mali, réussir les réformes politiques, institutionnelles et économiques. Conviction du général du corps d'armée Maliki Diaw, paraphrasant le président de la transition. Il se dit optimiste quant au retour à l'ordre constitutionnel, mais à ceux qui réclament la tenue des élections, il fait cette mise en garde. Aucun malheur ne doit encore éclater sur cette terre bénie du Mali pour réaliser le bonheur de certains entrepreneurs politiques. La refondation de notre pays se poursuivra, plaise à Dieu, et n'en déplaise aux regrettables nostalgiques et à l'air commanditaire des temps révolus. Faire prêcher la tenue des élections, vantant une alternance dont l'ultime but est le partage de l'intérêt commun. Faire de la République une tontine politique avec le patrimoine national qui devient alors l'héritage de certains aventuriers politiques. Le CNT réaffirme le soutien de son institution au Premier ministre et à son gouvernement, saluant la volonté de l'équipe gouvernementale de mieux communiquer. En décidant de l'organisation des journées de renforcement des capacités sur la communication gouvernementale, vous avez bien compris les enjeux à ce niveau. Il me semble indispensable de bien communiquer en toutes choses. C'est pourquoi nous saluons l'organisation des dites journées. Face au terrorisme médiatique, il nous faut communiquer. Communiquer avec les autres, c'est lui faire ouvrir son cœur, mettre à lui les objectifs que l'on veut atteindre. Les journées de communication gouvernementale sont une aubaine à saisir pour mieux se parler, s'ouvrir les uns aux autres, poser les jalons de rencontres où primeront la clarté, la transparence et la justice. Le président du CNT se félicite de la mise en circulation du passeport AIS, de la montée du drapeau de la Confédération à côté des drapeaux des 3 pays membres, de la création annoncée de la banque d'investissement avec un capital initial de 500 milliards de francs CFA, une organisation sur laquelle il fonde beaucoup d'espoir eu égard aux ressources dont elle regorge. Il n'a pas passé sous silence les prouesses réalisées par les forces armées de la Confédération AES, estimant que celles-ci viendront à bout des terroristes. C'est le lieu ou l'occasion de saluer au nom des populations du Sahel
Leurs Excellences, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali, chef de l'État, président en exercice de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso. Le général d'armée Abdourahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, pour toutes les initiatives dans le but de faire de la Confédération une réalité et une entité avec laquelle il faut désormais compter. Il me plaît, une fois de plus, de saluer le leadership de nos trois présidents, mais aussi dire toute notre satisfaction des prouesses réalisées par nos femmes. Les forces coalisées des pays du Sahel continuent de terroriser les terroristes partout, à travers le Burkina Faso, le Mali et le Niger, et cela dans le strict respect du droit international humanitaire. Le CNT salue la fermeture des sites d'orpaillage, le lancement du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion, une volonté politique devant favoriser la paix et la réconciliation nationale. Concernant la situation des Maliens vivant en Mauritanie, il encourage la voie du dialogue. Auparavant, le président du CNT avait rappelé les activités menées pendant l'intercession, organisation d'ateliers, participation à des rencontres internationales, validation du texte sur le fonctionnement du Parlement. Une minute de silence a été observée en la mémoire des victimes civiles et militaires de la crise sécuritaire et de l'honorable Atma Gakou, membre du CNT décédé il y a quelques jours. Et un mot de santé, l'Office national de la santé, de la reproduction et ses partenaires comme l'OMS étaient avec les journalistes ce lundi pour parler de la célébration de la Journée mondiale de la santé. Le thème retenu cette année est une santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir. Le point de la conférence de presse avec Fanta Mamanientao. La Journée mondiale de la santé est célébrée chaque année le 7 avril. Cette année, la dite journée va marquer le lancement de la campagne annuelle sur la santé de la mère et du nouveau-né. D'où la tenue de cette conférence de presse organisée par l'Office national de la santé et de la reproduction, ONASR et ses partenaires comme l'OMS. L'objectif, mettre les journalistes au cœur des activités de la santé, sensibiliser et informer l'opinion nationale et internationale sur les décès maternels et néonatals. Nous sommes dans la journée mondiale de la santé aujourd'hui. C'est à l'occasion de la célébration de cette journée qu'on a tenu à organiser cette conférence de presse pour édifier, pour mobiliser la presse, pour que la presse accompagne le ministère de la Santé, pour que les jours à venir, les mois à venir, que les populations puissent avoir le maximum d'informations et de bonnes informations sur leur santé, sur leur bien-être. Le thème de la Journée mondiale de la santé de cette année est une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d'espoir. Ce que l'OMS en tout cas préconise, c'est de ne laisser aucun enfant ou bien aucune personne de côté. Dans ce cas, il faudra quand même faire les soins continus depuis la naissance jusqu'à la vieillesse. L'OMS préconise aussi de faire la continuité des services et faire l'intégration des services pour pouvoir en tout cas réduire les taux de mortalité qui sont élevés et puis les taux de mortalité maternelle et aussi les taux de mortalité néonatale qui sont élevés. La santé de la mère et du nourrisson constitue le pilier de famille et d'une communauté en bonne santé. Et transition toute trouvée, le nouveau plan multisectoriel 2025-2029 de la santé et de la reproduction des adolescents et des jeunes sera bientôt mis en application. Le document qui est élaboré par les responsables de l'Office national de la santé et de la reproduction vient d'être approuvé par les parties prenantes de l'Office et ses partenaires. C'était au cours d'une session de 3 jours ici à Bamako. Batraoré. Les mariages forcés, les grossesses précoces ou indésirées, les troubles mentaux sont entre autres problèmes auxquels les jeunes et adolescents du Mali sont aujourd'hui confrontés.
L'ONASER, Office national de la santé et de la reproduction, veut apporter sa contribution face à cette problématique. Le nouveau plan multisectoriel de la santé des adolescents et jeunes était proposé aux parties prenantes pendant 3 jours pour validation. Nous sommes dans un pays conservateur qui a ses valeurs et la communication entre parents et jeunes sur des questions de sexualité est très difficile. Quand vous regardez le draft de ce plan, vous allez voir que tout a été pris en compte. Les adolescents et les jeunes du niveau rural, du niveau urbain, tout le monde a été pris en compte en regardant les propositions des interventions sur les différents axes qui ont été donnés. Et ça, c'est positif. Les responsables de l'ONASER venus de toutes les régions du Mali et leurs partenaires ont échangé à fond sur ce nouveau plan sectoriel 2025-2029 en vue de l'adopter aux réalités du moment. Nous savons qu'il ne suffit pas d'avoir un bon plan. Ce qui compte désormais, c'est de le mettre en œuvre avec la rigueur et l'engagement nécessaires. La réussite de cette initiative dépendra de l'engagement constant de chaque acteur ici présent, ainsi que de l'intégration de ce plan dans les actions quotidiennes de nos institutions. La mise en place d'un mécanisme de suivi et d'évaluation robuste, la mobilisation des ressources nécessaires et la participation active des jeunes eux-mêmes seront des éléments clés pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Après l'aval des parties prenantes et des partenaires de l'ONASER, le document doit faire l'objet d'une large diffusion auprès du grand public selon les responsables de l'Office. Et pour parler toujours santé, la rédaction s'intéresse au cancer colorectal. Cette maladie attaque le côlon et se manifeste par l'anémie, la douleur abdominale atroce, la diarrhée, la constipation, entre autres. Comment se manifeste la maladie? Comment poser son diagnostic? Koumba Sissé et Adama Traoré sont allés à la rencontre d'un cancérologue qui nous donne plus de détails. Suivons. Le risque de développer un cancer colorectal survient avec l'âge et la plupart des cas à partir de 50 ans. D'autres facteurs de risque sont le tabagisme, le manque d'exercice physique, l'obésité ou encore l'alcoolisme. À cela s'ajoutent les antécédents familiaux. Actuellement, les jeunes sont beaucoup affectés par cette maladie au Mali qui commence par la présence d'une tumeur dans le côlon. On parle de cancer et spécifiquement du côlon quand l'unité fonctionnelle qui est la cellule du côlon se met à se multiplier de façon anarchique et incontrôlée dans le temps, ce qui va donner naissance à une tumeur ou un polype dégénéré. Et cette tumeur, malheureusement, ces cellules tumorales ont la capacité de se détacher du côlon pour aller coloniser d'autres parties de l'organisme à travers le sang. Dans les hôpitaux, nous avons constaté malheureusement que les cancers du rectum est beaucoup plus fréquent au Mali chez les sujets jeunes. Donc souvent, nous avons des 30 ans qui ont des cancers du rectum. Les signes cliniques du cancer colorectal sont nombreux. Les cancers du côlon, généralement, se manifestent généralement par une anémie. Et souvent, à un stade avancé de l'anémie, les gens auront même du mal à marcher et avoir des difficultés respiratoires qu'on appelle dyspnée d'effort. Et ensuite, dans le côlon, il peut y avoir des constipations chroniques. Et chez certaines personnes, au contraire, c'est une alternance de constipation et de diarrhée. Et ensuite, l'un des signes, ça peut être des douleurs abdominales atroces, surtout quand on va à la selle, ou des saignements pendant les selles. Si les médecins soupçonnent le cancer du côlon chez un patient, le premier examen à faire est la coloscopie. La coloscopie, c'est l'examen qui permet d'aller voir tout l'intérieur du côlon. Et ça va voir s'il y a une tumeur, quel est le degré, est-ce que ça obstrue la lumière du côlon, quelle est la taille, est-ce que ça saigne, est-ce que ça ne saigne pas. Et le gastro-entérologue, pendant cet examen, va faire ce qu'on appelle une biopsie. C'est un prélèvement de la tumeur. Donc, et on va envoyer ça au laboratoire. Si la coloscopie le confirme, d'autres analyses seront proposées aux patients pour connaître le stade de la maladie.
Le médecin va faire le point de l'état général de santé du patient et surtout classifier la tumeur ou les cancers. Donc c'est pour ça les gens se plaignent qu'une fois après un examen, on va demander un autre examen. Donc ce qui est normal. Donc on va faire ce qu'on appelle en ce moment les scanners et d'autres prises de sang. En fonction des phases, le traitement peut être médicamenteux, chirurgical, chimiothérapeutique ou radiothérapeutique. Si c'est un stade 1-2 généralement, on passe d'abord par la chirurgie. Donc ensuite, si la maladie est en stade 3, c'est-à-dire localement avancée, généralement on commence par la chimiothérapie. C'est un complément à la chirurgie pour donner les meilleures chances de guérison au patient qui a le cancer colorectal. Quand on prend le rectum, qui est l'extrémité terminale du côlon, donc ça c'est un peu spécifique. Dans le rectum, la radiothérapie occupe une place importante. Donc les traitements se situent autour de la radiothérapie. Déjà, on peut faire la radiothérapie associée à la chimiothérapie. Dans certains cas, on traite seulement les tumeurs du rectum, surtout le bas rectum, par la radiothérapie associée à la chimiothérapie et qui peut assurer la guérison du patient. Il y a ce qu'on appelle actuellement les thérapies ciblées et l'immunothérapie, qui sont des médicaments de plus en plus intelligents, spécifiques, quand on connaît les mécanismes de la cancérogénèse du cancer du colorectal, qu'on peut ajouter au traitement de la chimiothérapie classique. Après une chirurgie ou bien la radiothérapie du rectum, il faut que la personne puisse aller à la selle normalement. Et ensuite aussi, chez les hommes surtout, ça tient compte parce qu'il y a beaucoup de nerfs qui passent à côté du rectum, de l'efficacité aussi d'une vie activité sexuelle. Le cancer du côlon ou du rectum peut être guéri s'il est détecté tôt. Seule la coloscopie permet de poser le diagnostic. Et le RTM a lancé officiellement ce 7 avril la nouvelle grille 2025 de ORTM 1 et 2, la radio nationale et la chaîne 2. Une grille très riche et variée qui prend en compte les aspirations du peuple malien en termes d'innovation avec un accent particulier sur les langues nationales. Ces nouvelles émissions prennent en compte les questions de santé, de l'environnement et de divertissement. Pour plus de précision, écoutons Hassan Baba Djambélé, directeur général de l'ORTM, au micro de Boubacar Bablé Touré. Nous sommes à la veille du lancement de la nouvelle grille de l'ORTM sur l'ensemble de nos médias. Si je dis l'ensemble de nos médias, il s'agit de la grille au niveau de la radio nationale, de la chaîne 2, de ORTM 1 et de ORTM 2. Qui parle de lancement de grille parle généralement d'innovation. Au niveau de la radio nationale, il n'y a pas grand bouleversement dans le programme établi. Ce qu'on peut noter et ce qui, à mon avis, paraît très essentiel, c'est un nouveau magazine qu'on va introduire au niveau des programmes de la radio nationale qui parle de l'administration et nous. C'est une émission qui permet vraiment aux citoyens de comprendre un peu comment fonctionne l'administration, parce que nous avons compris quand même qu'à ce niveau, il y a vraiment un déficit qui fait que très souvent, les citoyens ont la peine à pouvoir assurer vraiment les démarches administratives. Donc il était important, à mon avis, pour la radio nationale en tout cas, de mettre en place cette émission. Il y a également une nouvelle émission qu'on va introduire sur l'environnement immédiat des citoyens, ce qu'on appelle Sigiko. Sigiko, ça veut dire tout ce qui peut toucher à la cohabitation, tout ce qui peut toucher aux activités dans les quartiers, dans les communes. Donc ça, c'est vraiment une émission qui s'intéresse justement à ces aspects-là. Et enfin, la dernière nouveauté au niveau de la radio nationale, c'est la parole qu'on va donner aux paroliers pour nous expliquer un peu les pans de la culture, les pans de l'histoire assez riches de notre patrimoine. Comme vous le savez, le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, a mis l'année 2025 comme année de la culture. Donc il était important aussi au niveau de la radio nationale d'introduire cette nouvelle émission. Au niveau de la chaîne 2, nous avons beaucoup d'émissions, de nouvelles émissions, mais des émissions aussi qu'on a remis au goût du jour, des émissions qui étaient là, qui avaient quitté la grille, mais qu'on remet encore. Je pense notamment à l'émission sportive Tibabaou,
qui va toucher à tous les sports, mais ce qui est important à noter, c'est en langue nationale. Il y a l'émission qu'on appelle Air Vibes. Air Vibes va revenir également les week-ends pour vraiment mettre un accent particulier sur la musique urbaine et valoriser justement les jeunes talents qu'on découvre de jour en jour dans le domaine musical. Ensuite, il y a le grand rendez-vous de la 2. C'est une émission qui rassemblait des jeunes sur plusieurs thématiques. Maintenant, les nouvelles émissions, il y a des émissions qui s'occupent de la santé au niveau de la chaîne 2, mais la santé en langue nationale bamanakan. Il y a l'émission dominicale aujourd'hui qui est très suivie, qui a commencé déjà avant même le lancement, qu'on appelle Doumaré. C'était déjà la phase test, mais passé la phase test, on a compris que c'est une émission aussi qui intéresse beaucoup le public, c'est en langue nationale bamanakan. Nous avons profession et passion, c'est-à-dire on va vers quelqu'un qui est passionné par son métier, le prendre et expliquer un peu son parcours. Enfin, il y a une dernière nouveauté au niveau de la chaîne D qu'on appelle Faso Djokene. Faso Djokene, c'est comme son nom l'indique en langue nationale bamanakan, comment construire le pays. C'est vraiment prendre les grandes thématiques aujourd'hui qui intéressent le peuple malien. Au niveau de ORTM 2, il y a bien évidemment de nouvelles émissions aussi qui sont proposées. D'abord, il y a un talk show, un afterwork sur la culture et la société. Il y a rencontre d'exception, c'est-à-dire à la rencontre d'une personnalité. C'est aussi un genre qui permet de découvrir une personnalité à travers vraiment certains détails, à travers des témoignages aussi, pour comprendre justement comment la personnalité a vécu. Il y a aussi au niveau de ORTM2 un rendez-vous qu'on appelle le rendez-vous musical urbain intitulé Jazz Rap, c'est de la musique urbaine aussi. Maintenant sur ORTM 1, nous avons voulu vraiment mettre un accent particulier sur la langue nationale, comme souhaité d'ailleurs par nos chefs d'État, et pour que le grand public puisse comprendre un peu les grandes orientations, les grandes tendances et surtout expliquer de fond en comble tout ce qui peut intéresser le peuple malien aujourd'hui. Donc au niveau de la santé, il y a une émission qui va s'intéresser à la santé en langue nationale bamanakan, tout comme ce que nous faisons aujourd'hui au niveau de la chronique santé dans le journal par exemple. Il y a aussi au cœur de nos traditions qui va parler justement de culture. Comme je l'ai dit, au niveau de... c'est un intérêt national aujourd'hui, vu que le président de la transition quand même a décrété 2025 années de la culture. Donc, on va parler de culture de fond en comble au cœur de nos traditions. C'est dans les programmes. Sans oublier que dans le journal, tous les dimanches aujourd'hui, nous avons ouvert quand même une tranche sur la culture qui passe 15 minutes environ pour mettre un accent particulier justement sur cette volonté du chef de l'État. Ensuite, il y a des émissions sur l'environnement. Comme vous le savez, il y a aujourd'hui quand même, il faut le reconnaître, le changement climatique qui nous guette, c'est des réalités qui sont là, donc il est important d'alerter justement la population et de faire en sorte que les gens soient avertis par rapport au changement climatique. Vous avez vu tous les dégâts causés par les inondations l'année dernière, donc il est bon de préparer le public et pour nous éviter justement ces drames. Ensuite, il y a un magazine très important quand même, 52 minutes pour savoir, c'est en français, un magazine d'enquête pour vraiment aller en profondeur des sujets qui intéressent le public malien. Je donne un exemple. Très souvent, vous voyez aujourd'hui la douane qui fait des saisies sur des produits avariés, mais il est important de savoir déjà comment ces produits arrivent sur le territoire malien, savoir quels sont les dégâts que ces produits peuvent causer et vraiment rentrer en profondeur. Ensuite, il y a au cœur de l'AIS. Nous sommes aujourd'hui dans le cadre d'une confédération et qui parle de confédération, parle d'intégration des peuples. Et pour renforcer cette intégration, il y a ce qu'on appelle un magazine au cœur de l'AIS qui va sortir justement tous ces aspects qui nous lient. C'est-à-dire qui, vous savez, le Mali, le Niger et le Burkina, nous avons tellement de similitudes. Il s'agit de faire ressortir ces similitudes-là et faire comprendre à nos peuples aujourd'hui qu'en réalité, c'est vraiment le même espace géographique. Ensuite, il y a la chronique judiciaire. Aujourd'hui, la chronique judiciaire est en français dans le journal, mais on va également amener la chronique judiciaire en langue nationale bamanakan pour permettre à ce que tous les Maliens comprennent justement les contours de la justice. Il y a aussi ce qu'on appelle talent caché.
26 minutes pour découvrir un talent. C'est un magazine aussi qui va à la rencontre des talents, comme son nom l'indique, pour montrer l'exemple à la population. Voilà un peu grosso modo ce qu'on peut retenir dans la nouvelle grille 2025 de l'ORTM. Actualité AES d'abord au Burkina Faso, les étudiants de l'Institut régional d'administration des hauts-bassins à l'école de la bonne gouvernance basée sur les valeurs endogènes. Une initiative du secrétariat permanent du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. C'est à la faveur d'une conférence publique tenue sur le thème gouvernance et souveraineté, réinventer les modèles de développement à partir des valeurs endogènes. La cérémonie d'ouverture avec Kassoum Milogo et Siriki Milogo. Créé en 2003 pour promouvoir la bonne gouvernance et le développement durable au sein des États africains, les actions du MAEP, mécanisme africain d'évaluation par les pairs, sont peu connues du grand public. À cette conférence publique, il est question d'entretenir les pensionnaires de l'Institut régional d'administration des hauts-bassins sur comment réinventer les modèles de développement à partir des valeurs endogènes. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs a voulu en tout cas venir échanger avec ces étudiants-là pour faire connaître le mécanisme et pour leur inculquer les mécanismes de gestion et de gouvernance. Il s'agit donc de leur faire comprendre qu'il faut réinventer les modèles de gestion de notre administration en nous référant à nos valeurs endogènes. Nous sommes dans un tournant assez décisif sur notre pays. C'est important que ceux qui vont être les fonctionnaires de demain puissent comprendre que pour développer notre pays, il faut qu'on s'appuie sur les valeurs endogènes. Autrement dit, il faut qu'on s'appuie sur nos propres ressorts. Un thème en phase avec la vision du développement endogène des autorités du pays. Beaucoup d'auteurs, beaucoup d'acteurs politiques pensent que le problème du sous-développement de l'Afrique provient justement des mécanismes d'endettement de l'Afrique. Et donc il faut repartir sur un développement qui se fonde sur les ressources internes. La situation que nous traversons aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment nous avons dévié sur nos valeurs endogènes. Et si nous revenons sur ces valeurs-là, je crois que ça peut être source de solution même déjà pour endiguer le fléau que nous traversons aujourd'hui. Et c'est dans ce sens que nous sommes très heureux de recevoir cette conférence. Depuis son adhésion au MAEP en 2003, la première auto-évaluation sur l'état de la gouvernance du Burkina Faso est intervenue en 2008. Un rapport au cours duquel le pays a été félicité pour ses efforts de développement. Et nous allons au Niger, précisément au village de Boubon, situé dans la commune de Karma, région de Tillabéri, a abrité samedi dernier la 6e édition du Festival des civilisations du fleuve Niger, couplé à la saison touristique 2025. Le thème de cette édition est le tourisme fluvial, facteur de résilience, de paix et de cohésion entre les communautés riveraines. Compte rendu, Nana Mariama, El Moutari et Ousmane Konaté. Le Festival des civilisations du fleuve Niger, appelé Alzanaï, est un rendez-vous culturel, touristique et artisanal qui regroupe les différentes communautés de la région du fleuve. Alzanaï est aussi un événement artistique et culturel où, à travers des tas de danses variées et autres prestations purement mystiques, ces communautés ont impressionné le public présent à ces grands rendez-vous du donner et du recevoir. La commune rurale de Karma à l'unisson vous dit Ukoubaini, Barka Adzoua, Al-Fet Nassa. Les organisateurs ont fait un bon choix d'organiser ces festivités à Boubon, un village célèbre d'une part pour sa lutte héroïque contre l'occupation coloniale française avec la déroute du lieutenant français Fabre dont sa tombe est présentement sur le plateau de Boubon. Dans son mot introductif, le gouverneur de la région de Tillabéri a fait la genèse des potentialités traditionnelles ancestrales qui regorgent la région, ce qui d'ailleurs a fait d'elle une région riche en identité culturelle. La région de Tillabéri renferme d'énormes potentialités touristiques. On peut
peux citer entre autres les dernières girafes du Niger et de l'Afrique de l'Ouest en liberté à courir. Le parc du W qui constitue en Afrique surano-sahélienne un réservoir exceptionnel de biodiversité. Ce festival est une occasion unique pour célébrer la richesse culturelle et historique des civilisations du fleuve Niger, ce qui a émerveillé les invités. Et notre visite rentre aussi dans le cadre du raffermissement des liens qui unissent nos deux pays, surtout dans un contexte panafricain, dans un contexte de regain de souveraineté de nos deux pays. Le tourisme fluvial, facteur de résilience, de paix et de cohésion entre les communautés riveraines, traduit notre foi à la capacité du fleuve à être bien plus qu'un bien naturel, mais un levier de développement. Ce rassemblement annuel est devenu un véritable symbole de la diversité culturelle du Niger. Il ne s'agit pas seulement d'une célébration des traditions locales, mais également de moments de partage entre les différentes régions du pays. Cette année, les régions de Difa et d'Agadez ont été particulièrement mises en avant avec des spectacles uniques représentant les coutumes ancestrales des Kanuri et des Touaregs. Un concours de lancer des filets a également eu lieu. Les moments forts du festival ont aussi inclus la remise des prix aux lauréats, célébrant ceux qui ont su se distinguer dans les différentes compétitions et activités culturelles du week-end. Et c'est ce qui referme cette édition. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite en compagnie de notre nouvelle grille. Bonsoir. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs. Et si nous laissons derrière nous, veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux. Ah, ne balmage. Chen vesin me son anyela de. Cheten mi negen naje. Ah non, chen enchi ha. An furum so mandi. Chen tisin me son anyela de. Nimne ki sapen na kanye fo bekiye. Ay chegolo, ninjara nyere di. Ini cheni baraji. Ne denga folo. Nana ni samara nyom bare ko dima. No, ni nyon fo de ti. Attends, non, ton ni samara ncheka fuka ton njara neza. Ne demuso mandi. Ni orobo nyumban. Chetoro ni menyela. Nimne gala jere. Ye, tonton inche. Enfin Thomas, ika mobli nyumban bafleni. Amne gala sa. Ouais, tonton, nene wa mobli ni. Tonton, merci beaucoup. Atotara jumay tukun. I, jab mani. Ay, mayine kokwe. Ifene ka karo bembolo.
Chez Orange, on est toujours bien accueilli. Achetez une puce à partir de 500 francs et recevez 500 francs de crédit, 4000 francs de bonus, 100 mégaoctets et 100% de bonus sur la première recharge du mois pendant 3 mois. Rendez-vous dans les agences et espaces Orange. Orange est là. Ibrahim, ebe ka kulenge inina. Drogu be faga yan. Chepsi ki jonga dome Ali. Akan. Chepsi ki jonga dome. Akan. Nene bete plape la. Ya me. Kulo bena. Akan. Ambula mese drogu la. Nga tiente. Drogu de be sana. Abe dore bo nga telia ne nga hakili la baralla.